Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité brûlant, c'est le cas de le dire, les passoires thermiques. Deux enquêtes récentes, l'une menée par PAP et l'autre par Guy Hockey l'immobilier, révèlent un constat commun préoccupant chez les propriétaires bailleurs. Selon l'étude de PAP, 68% des propriétaires, notamment parisiens, de logements classés G, n'envisageraient pas de réaliser les travaux de rénovation énergétique. De son côté, l'étude de Guy Hockey indique que seuls 26% des bailleurs sont prêts à engager ces travaux. Ces constats mettent en évidence l'inertie financière et les freins techniques qui pèsent sur le marché, avec des conséquences majeures sur la valorisation des actifs immobiliers et sur l'efficacité de la transition énergétique. Alors, pour analyser ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne Joly. Elle est présidente de particulier à particulier PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour. J'ai le plaisir également de recevoir Delphine Armand. Elle est porte-parole de Guy Hockey l'immobilier. Bonjour. Bonjour Delphine. Marc. Et on a également Julie Doirin, qui est influenceuse immobilier, qui est habituée du Club Imo. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Et qui interviendra si nécessaire ou si elle a envie de donner son avis dans ce débat. Alors, on va commencer tout de suite avec Delphine Armand. Votre étude, elle indique que seulement 26% des bailleurs, et notamment parisiens, sont prêts à effectuer les travaux de rénovation énergétique nécessaires pour les biens classés G. Est-ce que vous pouvez, chère Delphine, nous expliquer ce chiffre et les principaux freins identifiés sur le plan financier ? Alors oui, je peux vous expliquer ce chiffre, mais avant, je pense qu'il faut le remettre dans son contexte. Les passoires thermiques en France, sur l'offre locative, puisque comme on parle d'interdiction de location sur les G, on parle de l'offre locative, ça représente 6% du volume d'annonces, tout portail confondu, de professionnels ou de particuliers. Mais, comme vous le soulignez, ça représente 13% de l'offre locative à Paris. Donc c'est un phénomène qui, dans les grandes villes, et notamment à Paris, est très répandu. Et en réalité, les biens G, au milieu de ces 6%, ne représentent que 1,5% de l'offre. Donc ça concerne en réalité très peu de bailleurs aujourd'hui. Je précise, au niveau des bailleurs. Aujourd'hui. Après, il est vrai qu'on a été assez surpris des résultats de cette étude, de constater que seulement 26% souhaitaient faire des travaux et que 40% d'entre eux étaient carrément prêts à vendre leurs biens plutôt qu'à faire les travaux pour les maintenir en location. Ce qu'on a identifié comme frein majeur, alors il y a deux freins dont on a déjà eu l'occasion de parler. Le coût, évidemment, à engager en amont, avant même éventuellement d'être éligible à des aides. Le parcours d'aide en lui-même, qui n'est pas toujours très facile à comprendre. Et puis, il y a deux autres freins dont on parle parfois un peu moins. Le premier, c'est comment engager des travaux de rénovation énergétique dans un appartement qui est occupé. Qu'est-ce qu'on fait de son locataire ? Comment on s'organise et quel coût supplémentaire ça peut représenter. Et puis, il y a un véritable... Quel manque à gagner et coût, parce que peut-être qu'il va falloir reloger son locataire en attendant. Donc, les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Et le deuxième point, c'est notamment dans les grandes villes et notamment à Paris, le sujet des copropriétés. C'est-à-dire qu'il y a une véritable difficulté pour les copropriétés parce que le temps de la décision dans une copropriété n'est pas le temps du calendrier de la rénovation énergétique, déjà, dans un premier temps. Et puis, on a des propriétaires dans une copropriété qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux, puisque vous allez avoir des propriétaires occupants qui n'ont d'obligation de rien pour l'instant, et puis des propriétaires bailleurs qui, eux, auraient tout intérêt à ce que la copropriété engage des travaux. Corinne Joly, même question, parce que votre étude est relativement proche de celle de Guy Hockey. Selon votre étude, 68% des propriétaires particuliers à Paris ne prévoient pas de rénover leur logement mal isolé. Quelles raisons financières ou techniques Alors, toutes celles qui viennent d'être dites sont justes, et puis je vais en ajouter, comme quoi ils ont beaucoup de raisons. Alors, dans ce que je voulais ajouter, il y a un manque de confiance dans le diagnostic de performance énergétique. Il y a certains propriétaires qui se demandent si leur bien est vraiment G, et cette interrogation, elle est assez légitime. On ne peut pas les caricaturer en disant juste qu'ils sont de mauvaise foi, parce que c'est vrai que le calcul fait débat.
Il y a eu une correction du calcul pas plus tard que l'année dernière, qui a sorti un certain nombre de logements G de leur statut de passoire thermique à juste titre, parce qu'en fait, c'était des petites surfaces. Oui, mais c'était un petit peu poudre de Merlin-Pimpin à l'époque, si on se souvient bien de la façon dont les G sont devenus F. C'est-à-dire parce qu'il y avait quand même 140 000 logements sur 700 000 qui étaient concernés. Il fallait remettre des logements sur le marché. Oui, mais c'était parce qu'il y avait une erreur. Ils se sont quand même rendus compte, depuis la méthode de calcul qui a été changée en 2021, qu'un tiers des studios tombaient passoires thermiques, beaucoup plus que les autres logements. Pourquoi les studios seraient plus des passoires thermiques que les 4-5 pièces ? Parce qu'il y avait une pénalisation des petites surfaces, notamment dans la prise en compte du chauffe-eau. C'est-à-dire que même si vous avez un studio, vous n'avez pas un chauffe-eau de 10 litres parce qu'il faut quand même pouvoir prendre des douches comme tout le monde. Et donc, ça va majorer la consommation et c'était injuste. Donc, cette correction, elle était légitime et elle contribue à donner le doute sur le diagnostic parce qu'il y a encore des débats qui restent. Là, il y a notamment le gros débat en cours, c'est le débat sur le système de chauffage et notamment la pénalisation sur le chauffage électrique. Pour une copropriété, passer d'un système de chauffage électrique à un système de chauffage au gaz, c'est installer toute une tuyauterie, trouver un endroit où mettre la chaudière, etc., etc. C'est non seulement des travaux très compliqués, mais aussi des travaux qui laissent sceptiques les propriétaires. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième point. Il faut les choisir, les travaux. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et il y a 2 gros points qui posent problème. Le système de chauffage. Beaucoup de propriétaires n'ont pas du tout envie d'installer une chaudière gaz quand ils sont à l'électrique, parce qu'ils pensent que d'ici 5 à 10 ans, ça peut parfaitement changer. On connaît la situation géopolitique et le mix énergétique. On sait que ce n'est pas un sujet clos. Et si ça se trouve, le gaz, dans 5 à 10 ans, on aura peut-être un peu besoin de s'en passer. Donc, ils n'ont pas très envie de mettre du gaz. Et le deuxième point, c'est l'isolation, où ils ont le choix entre l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur. Celle par l'intérieur fait perdre de la surface. Celle par l'extérieur, hyper compliquée à mettre en œuvre, notamment à Paris. Surtout à Paris. Donc, c'est pas si simple de décider quels travaux faire. Voilà. Et vous ajoutez à tout ça tout ce qui a été dit. Donc, il faut prendre des décisions en copropriété. Donc, voilà, avec des enjeux effectivement différents. Et bien sûr, le coût. Donc, tout ça, au final, est très complexe. C'est une complexité à peu près sur tous les plans qui les freine. Delphine, en examinant les conséquences financières, comment interprétez-vous l'impact de l'absence de travaux sur la valorisation des actifs immobiliers, notamment dans un marché locatif tendu comme celui de Paris ? Au risque de vous décevoir, l'impact sur la valeur, en réalité, qu'on parle de la valeur locative ou de la valeur du bien, il va être extrêmement faible, voire inexistant, notamment dans des villes comme Paris. Pourquoi ? Vous l'avez dit, parce que d'abord le marché est extrêmement tendu, donc on a plus de personnes qui cherchent à se loger à Paris ou dans des grandes villes et donc de locataires que d'offres à leur proposer. Pourquoi à Paris en particulier ? Parce que les passoires thermiques sont généralement dans des immeubles plutôt haussmanniens, donc parquet, moulure, cheminée, charme de l'ancien, donc très recherchés. L'impact sur la valeur du bien, on l'a mesuré dans notre observatoire, elle est assez faible. Les prix n'ont absolument pas bougé sur ces biens-là en un an. On a constaté aucune augmentation, aucune perte de valeur. En règle générale, pour vous donner un ordre d'idée, on observe que sur les prix de vente, en moyenne, les passoires thermiques affichent à peu près moins 15% par rapport au prix moyen d'une ville. À Paris, c'est moins 5%. Donc, voilà, preuve s'il en est. Et je vais aller plus loin. On a regardé, puisqu'on a un observatoire sur la location aujourd'hui. Sur la location, le prix au mètre carré moyen à Paris, pour un bien G, il est de 38,2 € par mètre carré, quand le prix moyen à Paris, tout DPE confondu, est à 37,50 €. Donc le G en location, en réalité, aujourd'hui, il est toujours plus cher qu'un bien moyen. Julie Doirin, un petit commentaire sur ce que vous venez déjà d'entendre ? Moi, j'aimerais rajouter, concernant la première question, on oublie aussi les artisans, la difficulté de trouver des bons artisans à Paris, qui est démultipliée également par ce phénomène de copropriété. Et puis, autre sujet, et Delphine Herman en a un petit peu parlé, beaucoup de propriétaires aujourd'hui souhaitent ne pas perdre leurs locataires en place, malgré la forte demande locative, et proposent du coup de les loger sur la période. Donc ça rajoute un coût supplémentaire. Ce qui explique également que finalement, il n'y ait pas trop de déperdition, là sur la seconde question, au niveau des coûts des logements. Corinne, dans votre étude, vous avez parlé, enfin vous en avez parlé aussi tout à l'heure, l'impact sur la surface habitable d'une isolation par l'intérieur. Il y aurait quoi comme solution ?
Honnêtement, comme je disais, l'isolation, c'est l'intérieur ou l'extérieur. Hein, c'est assez binaire. On ne va pas aller isoler dans la 3e dimension. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et l'isolation par l'intérieur, il faut quand même savoir qu'elle est moins efficace en plus que l'isolation par l'extérieur. Et dernier point qui milite contre l'isolation par l'intérieur, imaginons que demain, vous la fassiez, votre isolation par l'intérieur. Donc, vous allez perdre des mètres carrés. Et puis, si ça se trouve, pas tout de suite, mais peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la copropriété va voter l'isolation par l'extérieur. Dans ce cas-là, vous aurez fait votre isolation par l'intérieur pour rien. Donc c'est vrai que ça sonne comme une espèce de plan B que les propriétaires n'aiment pas du tout privilégier. Ça fait perdre de la valeur au bien. Pour le coup, on parle souvent de la valorisation, mais quand on perd des mètres carrés, on perd de la valeur. Et en plus, ça peut potentiellement servir à rien si, au final, il y a une isolation par l'extérieur. Donc, majoritairement, on conseille l'isolation par l'extérieur, mais elle a ses difficultés pratiques. Delphine, les bailleurs se retrouvent parfois pris entre l'obligation de rénover et le maintien d'un bien attractif dans un marché où la demande locative est forte. Quel compromis on pourrait trouver financièrement ou de façon incitative, selon vous, pour aider davantage les propriétaires à agir ? Je crois que l'ingénierie financière et technique des aides est déjà assez compliquée à comprendre. Donc, trouver un compromis au milieu de tout ça, je ne sais pas si c'est possible. Je crois que les difficultés aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment et comme Corinne l'a dit aussi, elles ne sont pas que financières. Elles le sont, bien sûr, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, mais pas uniquement. Tout est très compliqué. Il faut aussi se rappeler que le marché de la location, en réalité, il est très peu intermédié. C'est-à-dire qu'en transaction, on a pas tout à fait, mais pas loin de 70% des transactions qui passent par un professionnel. À l'inverse, sur le marché de la location, quasiment 2/3 du marché n'est pas intermédié. Donc, tout le travail de conseil et de pédagogie qu'on pourrait faire auprès des bailleurs est un peu empêché parce que c'est un marché qui passe majoritairement de particulier à particulier. Or, on se rend compte que l'acte de louer, qu'on soit bailleur ou locataire, est de plus en plus complexe, notamment pour ces sujets de rénovation énergétique. Et en réalité, on aurait besoin d'avoir un professionnel formé qui puisse nous accompagner. Après, je rejoins ce qu'a dit Julie. Parmi les problèmes principaux qu'elle a commencé à évoquer, il y a la notion des artisans. Et au-delà des artisans, j'irai plus loin, les entreprises RGE, reconnues garantes de l'environnement, par lesquelles on est obligé de passer si on veut être éligible aux aides. On en recense en 2024 62 800, en baisse par rapport à l'année précédente, de moins 4%, et en baisse par rapport aux années précédentes, alors que l'ADEME avait fait un calcul et avait considéré que pour tenir le calendrier de la rénovation énergétique des logements en France, il fallait qu'on ait 250 000 entreprises reconnues garantes de l'environnement. En sachant qu'il y a 580 000 artisans du bâtiment en France. Bien sûr, mais qui ne seront pas forcément RGE, donc pas éligibles aux aides. Donc en fait, l'ambition, elle est noble. Je veux dire, l'enjeu de la rénovation énergétique en général et des logements, évidemment, c'est indiscutable. On n'est même pas à 10%, on n'est même pas à 10% des artisans qui sont RGE. En fait, les moyens ne sont pas du tout déployés. Et ce nombre est en baisse. C'est-à-dire que non seulement il est trop faible, mais en plus il est en baisse. Corinne, votre enquête, elle met aussi en évidence l'opacité du dispositif d'aide, tel que la prime rénov ou les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Quelle action recommanderiez-vous pour améliorer la visibilité et l'accessibilité de ces aides auprès des propriétaires ? Simplifier, c'est quand un truc est trop compliqué. La première solution, c'est de le simplifier. C'est vrai que ma prime rénov, faut comprendre les aides auxquelles on a le droit et sous quelles conditions. Donc, ce parcours doit être simplifié parce que là, c'est vrai que les propriétaires, ça leur fait quand même peur. Et puis, ma prime rénov, c'est aussi un dispositif qui est quand même très dégressif en fonction des revenus, mais vraiment très, très dégressif. C'est-à-dire que quand on est considéré comme un ménage très modeste, ça peut prendre en charge jusqu'à 90% de la rénovation. Et assez rapidement, quand on a un message considéré comme supérieur, sachant que ce qui est appelé supérieur, c'est pas non plus, c'est pas Elon Musk. Et là, on passe à 10% du coût de la rénovation. Donc, c'est un dispositif qui est extrêmement dégressif, ce qui donne le paradoxe suivant, c'est qu'il y a plutôt plus de ménages modestes, en proportion, qui mettent en place des rénovations que de ménages... Même si le reste à charge reste, malgré tout, peut rester élevé. Parce que 90% de 40 000 euros, il reste quand même encore... Allez, on fait un petit calcul. Là. Entre 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros quand vous êtes... à peu près 4 000 euros. C'est quand même mieux que 36 000 euros. Quand même. Ça fait une grosse différence.
Delphine, une question rapide. Vous évoquez dans votre analyse le manque de confiance des bailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver un peu de confiance ? Alors, l'immobilier fait extrêmement mauvais ménage avec l'incertitude. Et je crois que depuis 2 ans à peu près, notamment politiquement, et notamment en termes de politique du logement, entre autres, l'incertitude, on n'a connu quasiment que ça. C'est aussi compliqué pour nous, professionnels ou acteurs du logement, de se faire entendre auprès des pouvoirs publics, parce que d'abord, on change d'interlocuteur à peu près tous les 2 mois. Et puis, parce qu'il n'y a aucune visibilité, aucune stabilité, qu'elle soit sur les mesures fiscales, sur les mesures évidemment de construction, dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle de rénovation, mais la notion d'offre et donc de construction, que ce soit pour la location ou pour la transaction, c'est quand même un point extrêmement important. Et donc, au-delà du manque de confiance, il y a un manque d'information et de lisibilité, comme le disait Corinne tout à l'heure, de lisibilité dans les aides, de lisibilité dans les possibilités. Alors, quand on est en copropriété, c'est encore plus compliqué, ce qu'on disait tout à l'heure. Et à l'inverse, quand on est en maison individuelle ou quand on est propriétaire d'une maison individuelle et qu'on est sur une passoire énergétique, là, le coût des travaux va grimper très, très vite. D'autant que, on parle beaucoup d'isolation. Tout à l'heure, on parlait d'isolation vers l'intérieur ou l'extérieur. Mais en réalité, quand on fait de la rénovation énergétique, il y a 3 postes qu'il faut traiter obligatoirement ensemble. Si vous traitez l'isolation, il faut aussi traiter la ventilation et le chauffage. Si vous ne traitez que l'isolation et que vous surisolez votre bien, vous aurez toujours une passoire thermique. Pour d'autres raisons, en réalité, et vous allez surconsommer de l'énergie. Donc, c'est très important aussi d'apporter de la pédagogie et de la lisibilité plutôt que de la confiance. Merci Delphine. On marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et on parle aujourd'hui d'un cauchemar pour un propriétaire à Asnières dans les Hauts-de-Seine. Un locataire Airbnb initialement hébergé pour un court séjour refuse de quitter les lieux. Il avait même changé la serrure, souscrit un contrat d'électricité à son nom et même apposé son nom sur la boîte aux lettres. Une situation ubuesque qui a nécessité une procédure judiciaire, aboutissant finalement à une expulsion et à une condamnation à payer 20 000 euros d'indemnité, d'arriérés de loyer et de frais de justice. Si Airbnb est réputé pour protéger les propriétaires des impayés, le détournement de baux touristiques se multiplie en Île-de-France. Certains avocats spécialisés observent une augmentation des litiges de ce type avec des procès pouvant durer plusieurs années. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo de Radio J. On parle aujourd'hui de passoire thermique avec nos invités. Corinne Joly, présidente de PAP. Delphine Armand, porte-parole de Guy Hockey, et Julie Doirin, influenceuse immobilier. Delphine, comment est-ce que vous envisagez l'évolution de la réglementation pour renforcer les incitations financières à la rénovation ? Alors, l'évolution de la réglementation, au-delà des incitations financières, elle gagnerait surtout à évoluer en termes de calendrier. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu est important, l'enjeu est indiscutable, mais aucun des moyens, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient en termes d'aide, comme on le disait tout à l'heure, ne sont adaptés pour pouvoir tenir ce calendrier. Donc, l'idée, c'est pas de discuter l'objectif, qui est noble et très important pour nous tous et pour les générations futures, mais de voir comment ça va évoluer. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir un interlocuteur fiable et durable dans les pouvoirs publics pour essayer d'échanger ensemble avec tous les acteurs concernés dans le logement, pour essayer de trouver des solutions qui permettent d'avancer vers cet objectif, mais d'avancer à la fois sereinement et de façon à ce que ce parc soit réellement rénové. Et aussi parce qu'il faut une politique du logement à 10, 20, 30 ou 50 ans qui ne concernera pas que la rénovation, mais qui concernera aussi la rénovation, mais surtout le comment vivre ensemble demain, comment on construit plus, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a besoin de beaucoup plus de logements que ce qu'on a, et on vient de passer 7 ans sans quasiment construire un logement. Corinne, est-ce que vous pensez que la simplification des aides financières, elle pourrait augmenter le taux de rénovation pour les propriétaires ? Ça suffira pas, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, la partie financière et sa complexité n'est pas le seul frein, il y a plein de freins.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, pour faire quand même une petite touche positive, je voudrais quand même mentionner déjà que l'intérêt des propriétaires pour la rénovation énergétique a beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Oui. Nous, on a plusieurs indicateurs là-dessus. Déjà, on a un service juridique qui répond aux questions des propriétaires pour les accompagner. Le nombre d'appels sur ce sujet a littéralement explosé. Et on fait régulièrement des ateliers sur les passoires thermiques avec plus de 1000 propriétaires en général à chaque session. Parce que, alors on ne peut pas remercier le gouvernement, on peut simplement constater que l'explosion du coût de l'énergie sensibilise mécaniquement tout le monde à cette question. Tout le monde est quand même assez pessimiste sur l'évolution du coût de l'énergie. Donc ça devient un enjeu, alors pas de valorisation du bien, parce que comme ça a été dit, il ne va pas être tant que ça valorisé le bien, mais ça sécurise de savoir que la consommation énergétique est plus faible, parce que sera le coût de l'énergie dans 10 ans. Donc les propriétaires sont quand même beaucoup plus sensibles au sujet qu'avant. Il y a tous les freins qu'on a évoqués qui doivent être gérés. Donc la simplicité sur la partie aide, oui. Le fait de rendre le calendrier réaliste, ça me paraît quand même indispensable parce que là, on a un calendrier qui est juste absurde par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et ça, pour le coup, ça discrédite totalement la loi entière, en fait. C'est comme s'il y avait un calendrier qui avait été fait pour faire plaisir aux écologistes, sur lequel personne ne voulait se dédire. Mais la réalité ne suit pas et tout le monde le sait. Donc, revoir le calendrier et travailler la partie technique. Il faut des artisans et il faut que les solutions techniques soient fiables et pérennes. Je reprends les adjectifs qui ont été dits sur le système de chauffage. Il va falloir trancher. Est-ce qu'on pousse vraiment les propriétaires à installer le gaz chez eux ou est-ce qu'on est en France, on a une énergie nucléaire et on part sur l'électrique et on l'assume ? Rapidement, Delphine, quel rôle ils peuvent jouer les professionnels de l'immobilier, enfin notamment les agents immobiliers pour valoriser ces investissements auprès des propriétaires ? Le premier rôle, c'est un rôle de pédagogie, pour compléter ce que vient de dire Corinne, et comme elle l'expliquait, c'est-à-dire informer au maximum les particuliers, qu'on parle des locataires ou qu'on parle des bailleurs, sur la réglementation, sur les conséquences pour eux, qu'elles soient positives ou qu'elles soient éventuellement négatives, et donc sur l'impact que ça peut avoir pour eux. C'est le premier rôle. Après, ce que je disais tout à l'heure, avec la difficulté que le marché de la location est un marché qui est moins intermédié que la transaction, donc le rôle des professionnels est plus difficile à exercer, et donc ça signifie que nous, notamment les réseaux comme celui que je représente, doivent former au maximum les collaborateurs pour être au plus près du conseil et puis travailler théoriquement, j'ai envie de dire, de concert avec les pouvoirs publics. Mais... Corinne Joly, le mot de la fin. Un petit mot positif encore. Il faut quand même savoir que la mairie de Paris a mis en place aussi des gros dispositifs d'accompagnement. Je pense notamment à Coach CoPro et que la mairie de Paris obtient quand même des résultats avec ce dispositif. Donc on voit qu'en accompagnant bien, on peut faire rénover des logements. Merci à toutes les trois. Merci Corinne Joly, présidente de PAP. Merci Delphine Herman, porte-parole de Guy Hockey. Merci à vous, Julie Doirin, également influenceuse de l'immobilier. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05 sur Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.